Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour, bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recueillir le témoignage d'un vieux copain. Alors vieux, pas par l'âge, mais vieux parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et du coup, sa spécificité, c'est la préparation physique. À une époque, il m'a pris en charge. Et je trouvais sympa d'aller l'interviewer parce qu'il a quand même une riche expérience à nous partager. Il nous pourra parler de physique, mais pour moi, le physique, c'est aussi lié au mental et inversement. Et du coup, j'ai le plaisir de recevoir un Marseillais de cœur, Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut Seth. Alors Jean-Luc, t'es Marseillais de cœur, ça fait longtemps que tu habites à Marseille maintenant. Et du coup, t'as pas vécu qu'à Marseille, mais tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours au fur et à mesure de l'interview. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu brièvement sur toi, déjà par rapport à ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu fais comme travail tout au long de l'année? Tout au long de l'année, en fin de compte, je m'occupe de physique des personnes. Ça va de l'enfant de 5 ans jusqu'à la personne de 85 ans, voire plus, en passant par des athlètes de haut niveau. Et c'est ça que j'aime, c'est que voilà, je suis pas arrêté comme il y a eu un moment donné où j'étais vraiment rentré beaucoup dans le tennis et entre guillemets, j'en sortais pas. C'est-à-dire que voilà, c'était moins passionnant pour moi parce que justement moins diversifié. Ok, ouais, c'est vrai que tu t'es un peu multisport, comme moi, multicasquette. Mais j'ai mis une belle casquette Vola. Celle-là, vous la trouverez pas. Elle vient d'Argentine. Et du coup, en fait, c'est vrai que moi, je t'ai connu par le biais du tennis, hein, et ton implication avec le SMUC, et ton implication avec des athlètes aussi, avec notre grand copain Thierry Roggi. Je sais pas si tu te souviens de lui. Thierry Roggi, Sébastien Lampi, oui. Beltrame. Donc il y a eu pas mal de monde qui sont passés entre tes mains, j'allais dire entre tes doigts de fée qui transforment les qualités physiques. Mais voilà. Alors on va dans le podcast très souvent, je commence par un petit portrait chinois, pas très très long, mais en tout cas ça permet aux auditeurs qui nous écoutent de pouvoir mettre un petit peu de perdre un peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, voir un peu, et puis après on parle de podcast, mais version plutôt mentale. Alors, portrait chinois, si t'es ok, on y va. Si tu devais choisir une couleur, Jean-Luc, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi celle-là? Bleu turquoise. Bleu turquoise parce que j'aime le bleu et parce que ça me fait penser au Pacifique, à l'océan, aux grands espaces et au ciel. C'est le rapport entre l'espace que j'adore et l'espace terrestre et l'espace aérien. Tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, ça serait lequel? Les repas. Les repas? Ouais. J'aime manger, j'aime boire, j'aime découvrir. Je suis très curieux dans tout d'ailleurs, mais notamment côté alimentaire, j'aime ça de découvrir. Et tu devais nous citer un livre qui t'a inspiré, c'est lequel? Napoléon Bonaparte. Moi, je ne me rappelle plus l'auteur. J'aime beaucoup l'histoire et c'est vrai que tout ce qui est histoire, tout ce qui est 17e siècle, ça, j'aime beaucoup. 17e, 18e siècle. Napoléon Bonaparte. Ok. Un conquérant français. Puis c'est le cheminement de cette personne qui est partie, comme tout le monde le sait, de Corse, d'un petit village et qui a terminé empereur à l'époque de la France. Et je trouve ça fabuleux tous ces rebondissements qu'il a eu dans sa vie, notamment quand il avait été envoyé à Sainte-Hélène, etc. Tout ça, je trouve ça extrêmement intéressant de voir qu'une personne comme ça sortie
presque de nulle part et arriver à aller aussi haut et aussi loin. Ouais, non, c'est sûr. Ça fait penser aussi à des entrepreneurs qui créent des choses. Un peu la même. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire au quotidien, ça serait laquelle? Moi, j'ai ma propre citation là-dessus. C'est toujours, j'ai un petit trou de mémoire sur ma citation. Mais grosso modo, l'idée de ma citation, c'est ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que qui tu es. Ok, ouais, c'est bien ça. Et tiens, en fin de compte, l'idée, c'est pas de copier les autres, c'est pas, sois qui tu es, c'est là où tu seras le meilleur. Ouais, ça me fait penser à une citation d'Oscar Wilde qui dit en gros, ne cherchez pas à mettre un masque, soyez qui vous êtes, quoi. Ça revient un petit peu à ce que tu nous dis. Si tu devais me donner une qualité, quelle qualité serais-tu? Moi, je suis pugnace. Yes. Ok. Et ton principal trait de caractère? C'est peut-être ça d'ailleurs, parce que des fois, j'oublie qu'à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Mon trait de caractère, voilà, ça reste ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je devrais dire, ok, laisse tomber, ça sert à rien. Et des fois, j'oublie, il faut laisser. Ouais, c'est vrai. Ben, on reviendra là-dessus sur le lâcher prise dans l'autre versant de l'interview. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que ça t'arrive? Non. Non? La radio? La radio, oui. C'est un peu similaire d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu affectionnes comme écoute à la radio? Bon, en général, j'écoute la musique, c'est sûr, mais j'écoute beaucoup aussi l'information et j'aime bien croiser l'information. C'est-à-dire, en fin de compte, suivant ce que tu écoutes, même si ça parle du même sujet, il n'y a pas forcément le même ton de vérité. C'est clair. On est d'accord. Si tu devais me citer une personnalité t'inspire, ça serait laquelle et pourquoi? Il y en a plus qu'une, parce que dans chaque domaine, tu peux en retrouver, mais Simone Veil, par exemple. Ok. J'ai oublié le nom, j'ai des trous de mémoire, c'est inquiétant à mon âge. Qui est une personne qui est connue aussi. Je crois même que maintenant elle est rentrée dans l'Académie française. Ok, bon, ça te revient de me le dire. Elle était, comment dire, avec. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, de Beauvoir, quelque chose comme ça. Simone de Beauvoir. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu aurais un film que tu affectionnes particulièrement? Moi, je suis pas trop cinéphile. Après, évidemment, ouais, les Tontons Flingueurs, parce que voilà, j'aime bien les dialogues de Michel Audiard, donc tout ce qui se rattache, voilà, les Tontons Flingueurs, les dialogues de Michel Audiard, c'est sublime ça, et aussi le film avec Louis de Funès, Bourvil. Non, c'est pas le mur de l'Atlantique, c'est, je sais plus. Ces deux films-là, voilà, c'est des films qui font sourire et qui en plus, derrière ces paroles, il y a un petit peu d'humanité, de dialogue. Et deux petites dernières. Si tu devais me citer une région que tu affectionnes particulièrement en France et un pays, ça serait lesquels? Une région, c'est ma région d'origine, la Bretagne. Et un pays, j'en ai deux, parce que j'ai vécu au Canada et au Japon, donc les deux m'ont beaucoup plu. Après, paradoxalement, je n'aurais pas vécu dans les deux toute ma vie. J'aime bien mon pays, avec tout le bordel qu'il y a dans ce pays. Et ce qui est intéressant dans notre pays, c'est que les gens ne s'aperçoivent pas qu'on a certainement l'une des meilleures qualités de vie au monde et qu'on aide les autres, on essaie de faire au mieux pour que tout le monde puisse vivre à peu près correctement, même si c'est loin d'être parfait. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'en ayant un petit peu voyagé, alors on ne voit pas au Canada ni au Japon, mais du coup, c'est vrai qu'on retrouve en France quand même une qualité de vie qui est agréable. Oui. Et des aides qui n'existent pas ailleurs. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. Écoute, on va revenir sur ton parcours. Alors, il est fait de quoi ton parcours? Comment tu es arrivé à devenir préparateur physique? Mon parcours il est fait d'une fainéantise à l'école assez
Moi, quand j'étais petit, je voulais pas étudier, donc j'étudiais pas. Comme j'étais bon en maths, bah, ça me sortait toujours la tête de l'eau, mais sinon je rentrais chez moi, donc j'écoutais en cours les maths, ça allait. Et après, je rentrais chez moi, j'achetais le cartable sous la table et j'allais jouer. La seule chose qui me motive dans la vie, grosso modo, c'est jouer. Il faut qu'il y ait un attrait, je dirais pas ludique, mais qu'il y ait quelque chose qui fait... Je suis un peu un compétiteur dans l'âme, donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne me pousser à aller vers quelque chose. Je ne peux pas avancer sans objectif. Et donc, après ça, je suis arrivé, grosso modo, à un moment donné où j'étais obligé de choisir un métier. Donc, j'ai pris électrotechnicien. J'avais pas plus de passion. Je voulais être cascadeur ou pilote de ligne. Donc, ça vous fait la navre. Il fallait étudier au moins pour l'un, et puis pour l'autre, je savais pas vraiment comment on pouvait devenir cascadeur. Donc, j'ai pris électrotechnicien, et après, je travaillais pour deux fois, j'ai été fonctionnaire à la SNCF, je suis resté 9 mois, j'ai démissionné. Pour ma ville, pareil, j'ai travaillé 9 mois, après j'ai démissionné. Je m'ennuyais, parce que je n'avais pas de perspective. Et voilà, donc après, j'ai fait divers travaux. J'ai été assistant boucher pendant un moment, contrôleur des vols, électricien. J'ai créé ma société. Après, j'étais délégué commercial. Et arrivé à 32 ans, là, je me suis dit, c'est pas terrible, quoi. Je m'y retrouvais nulle part. Et comme je ne peux pas vivre comme ça, donc j'ai décidé de tout plaquer. Et je me suis dit, je vais aller au Canada, apprendre l'anglais, traverser le Canada, aller au Japon, en Russie, et revenir faire un tour du monde, puis je reviendrai au moins en étant bilingue, en parlant anglais, quoi. Et ça sera déjà un atout de plus pour éventuellement ma carrière professionnelle. Et en arrivant au Canada, j'ai pris des cours de langue. Là, j'ai rencontré ma future épouse qui était professeure d'anglais. Et je me suis dit, j'ai toujours beaucoup aimé le sport, donc je vais rentrer dans l'université nord-américaine et travailler dans le sport. Donc, c'est là que je suis rentré à l'Université de Montréal. J'ai fait un bachelor en sciences de l'éducation physique, option performance et entraînement, et je me suis spécialisé dans la physiologie de l'exercice, qui est, peut-être que tout le monde ne le sait pas, la physiologie de l'exercice, c'est la base même de la préparation physique. On ne peut pas être un bon préparateur physique sans avoir une capacité vraiment dominante de la physiologie de l'exercice. Et voilà, et après, je continue là ou... Oui, t'écoute. Passionnant ton parcours. Oui, après j'ai coupé parce que sinon on a pas 3 instants. Après donc ça, je suis parti au Japon, j'ai eu un contrat au Japon avec l'équipe de football de Fukuoka Ken, et on habitait avec mon épouse qui était professeur de langue là-bas à Shukuma, c'est la banlieue de Fukuoka. Là, on y est resté 1 an, et avant ça, j'avais travaillé au Canada avec la vice-championne olympique de trampoline. J'ai eu de la chance parce que, pour revenir un peu là-dessus, parce que je pense qu'elle m'a plus apporté que je lui ai plus apporté. J'étais un jeune préparateur physique, je maîtrisais pas encore tout l'amalgame des surcompensations, etc. dans divers domaines. Mais travailler avec une vice-championne du monde comme Marion à l'époque, c'était du luxe, surtout pour moi. Je travaillais aussi avec l'équipe de volley de l'université et de hockey de l'université. Et après, j'ai pris mon envol donc au Japon, soccer au Japon. Après, je suis revenu en France. Là, j'étais engagé chez Gymnasium. Gymnasium, il voulait quelqu'un pour mettre en place le système d'évaluation physique et de bilan. Mais en grosso modo, ils s'en foutaient parce que ce qui les intéressait, eux, c'est de rentrer du monde. Les gens restent pas, ils s'en foutent, quoi. L'idée, c'est, grosso modo, le Gymnasium, c'était, c'est à peu près tous les centres de sport comme ça, c'est-à-dire d'avoir du monde, d'avoir du brassage, d'avoir un hameçon. Et l'hameçon, entre autres, le Gymnasium, c'était des jolis filets à l'accueil, une odeur comment ça s'appelle, de noix de coco, là. Comment ça s'appelle, il y avait ça, et de donner l'impression que, mais derrière, il y a rien, quoi. Une fois qu'on a payé, on n'a pas de conseil. Gymnasium, là, je travaille
pour le BCTA, je prépare des athlètes en taekwondo pour les Jeux Olympiques de Sydney. Je rencontre Seb, à peu près cette l'époque, qui était au tennis park. Ouais. T'entraînais avec nous à l'époque? Avec moi, je suis arrivé à Marseille, j'étais au gymnasium en 99 et je suis arrivé à Marseille en 99. Et voilà, après, ouais, j'ai créé ma première boîte qui s'appelait Physique Prépa, c'est là où on s'est connus. Voilà. Là, je faisais du service, je vendais mes services au club, j'avais un peu d'ambition, qui voulait mettre de la préparation physique au pas, j'avais du coaching sportif. Et après, donc, j'ai travaillé pour la Ligue de tennis, pour l'équipe de France de beach soccer, avec ses frères Cantona, pour le rugby club d'Aix, qui à l'époque était en Pro D2. Donc, voilà, tout ça, c'était un amalgame sous la houlette de physique prépa. Et j'ai travaillé un petit peu aussi pour le Spiluc, pour le Gallia, famille Pico, Mathéo, et aussi voilà, avec toi dans ton club où tu étais, là où je faisais de la préparation physique. Alors ça allait, encore une fois, avec des jeunes qui étaient pas trop motivés, avec des jeunes qui étaient très motivés. Ouais, et là, il faut trouver le bon alliage parce que ça sert à rien de toute façon, même si moi, ça m'enquiquine au fond de mon être intérieur parce que je ne comprends pas qu'on puisse aller dans la compétition et qu'on ne se donne pas les moyens d'essayer d'aller le plus haut possible à son niveau. Mais bon, c'est comme ça, voilà. C'est de l'intelligence après d'adaptation qui fait que, grosso modo, tu arrives à mieux tirer quelque chose de la personne, même si elle n'est pas très motivée, plutôt qu'essayer de la conduire là où elle n'a pas vraiment envie d'aller. Et donc là, on en est au tennis park de Marseille. C'est toi qui m'avais donné le contact du TCM qui cherchait un préparateur physique. Donc là, voilà, j'ai été au TCM. J'ai créé Sport Attitude et c'est là où j'ai commencé à beaucoup travailler pour le tennis, peut-être même un peu avant avec Olivier Lono et Sébastien Lamy. Et là, j'avais un groupe de joueurs, je m'en souviens plus trop de tous les noms, mais où ça tournait fort. Et là, donc, j'ai rencontré Johannes Zimbler, qui a pris contact avec moi, l'entraîneur à l'époque de Benoît Paire, qui voulait que je prenne des joueurs. J'ai travaillé avec Caroline Roméo, Martin Weiss, Jean-Baptiste Mathéo, Stéphane Coste, tout ça. Ces débuts-là, c'était un bon moment sympathique. Et on a eu des très, très, très bons résultats. Puis voilà, quoi. Là, maintenant, je suis plutôt dans le monde du basket, qui est bien intéressant aussi. J'aime bien parce que c'est plus convivial. Il y a plus de retours des athlètes. C'est moins individuel que dans le tennis, où les athlètes sont quand même beaucoup centrés sur eux et ils ne s'aperçoivent pas que voilà, le temps que je consacrais pour eux, des fois, il y en a un qui me parlait de ça, de l'argent, etc., et qui disait, ouais, quand même, je te donne tant, et je lui dis, mais tu sais, j'ai calculé mon taux horaire, je suis à 7,80 € de l'heure avec toi. Parce qu'ils se rendent pas compte que le travail d'un préparateur physique, à moins, voilà, de pas vraiment l'aide, c'est pas juste ta présence, qui est déjà énorme, parce qu'on passait des 3-4 heures d'affilée ensemble parce qu'ils n'avaient pas d'antécédents en musculation et qu'il fallait faire du travail excentrique pour protéger avant d'aller sur de l'explosivité. Et ils ne se rendent pas compte déjà le temps qu'on passe avec eux et aussi le temps que je passais avant et après, notamment quand ils sont en déplacement, leur envoi, leur maintien physique et toutes les choses qui doivent être envoyées pour pouvoir faire une saison intéressante. Je pense que j'ai brassé un peu. Ah ouais, t'as brassé du monde, c'est sûr. C'est sûr. C'est comme pour tout, hein. Je veux dire, quand on a envie d'être efficace et performant, on passe quand même pas mal de temps aussi avec les athlètes, aussi en dehors, sans eux, préparer des trucs et à essayer de leur préparer le meilleur plan possible pour leur progression, quoi. Mais bon, voilà, ça fait partie de... Quand avec le temps, moi, ça fait partie un peu du jeu, quoi. Il y en a qui seront reconnaissants, d'autres qui seront ingrats. Mais bon, voilà, après, en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir donné le maximum de soi pour leur projet et puis d'avoir pu les accompagner, quoi.
Ok, sacré parcours, hein. Et du coup, ta plus grande satisfaction, c'est quoi? Ah, j'ai pas vraiment une grande satisfaction. Ou je pourrais dire que ma plus grande satisfaction, globalement, c'est que j'ai jamais eu un athlète blessé. Donc ça, pour moi, voilà, c'est déjà la première part, c'est que j'ai jamais, ou si j'ai commis des erreurs, elles ont jamais coûté quelque chose aux athlètes. Donc voilà, c'est déjà ma première part de satisfaction. Après, c'est sûr que quand tu prends un athlète à -2 ou un athlète et que tu l'emmènes sur les grands chelems, eh ben, pour ma part, oui, c'est une constatation parce que je pense que avoir un athlète dans les 100, et puis voilà, il est dans les 100, là, ok, tu vas le faire progresser, je ne dis pas que mais il est déjà dans les 100. Quand tu conduis un athlète du niveau amateur haut, parce que le négatif, c'est devient un très beau niveau, et que tu arrives à l'emmener jusqu'à la porte et le faire rentrer dans le monde des professionnels, ben moi, j'en retire une grosse satisfaction. Ah ouais, bah c'est ce que Lionel Zambler a fait avec quand même pas mal de ses athlètes. Ouais. Il a réussi à tirer la quintessence de leur qualité pour les amener souvent dans le top 100, notamment Non, j'avais lu quelque chose où il disait que, en fin de compte, Lionel il disait qu'il n'essayait pas de faire un joueur avec des qualités générales, mais que lui, il travaillait plus sur, s'il avait une qualité, d'essayer d'aller encore plus loin dans sa qualité. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, je ne dis pas qu'il est mauvais non plus, mais a priori, c'est son mode de fonctionnement. ouais. Après, il a travaillé avec pas mal de joueurs. En tout cas, il a su. Voilà. Bon, c'est preuve. Si je te dis rendre possible l'impossible, prisme de ton parcours, ça te parle? Ça te fait écho ou pas? Ah oui, c'est sûr que pour moi, voilà, c'est des défis. Moi, je ne vis que sur des défis. Donc pour moi, rendre possible l'impossible, moi, j'adore. Moi, mon rêve, c'est ça, c'est de trouver des athlètes, voilà, qui n'ont pas forcément sur le moment, tu te dis, bah, ouais, et justement les amener au plus haut possible de ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, pour moi, ouais, c'est la quintessence de ma motivation. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Avoir des athlètes motivés, c'est chouette. Oui, puis sur qui, ouais. Moi, quand j'entends des gens dire, peu importe le niveau à laquelle on travaille, peu importe avec qui on travaille, quand j'entends des gens dire non mais lui il rêve ou elle rêve, ça m'insupporte. Ça m'insupporte, pourquoi? Parce que déjà je trouve que notamment avec les enfants, on n'a pas le droit de casser la rêve d'un enfant. Un enfant, peu importe le niveau qu'il a, et s'il a des rêves, on le laisse dans son rêve. On lui dit bah faut travailler fort si tu veux avoir une chance. Non, en aucun cas on lui dit mais tu vas jamais y arriver. Ah ouais, c'est un peu comme je vais faire un parallèle qui est un peu fou, mais c'est un peu comme dire à l'enfant mais ça n'existe pas le Père Noël. Moi, tant que l'enfant il y croit au Père Noël, il rêve, il s'imagine des choses, c'est génial. Je trouve que c'est presque triste quand on s'aperçoit que ça n'existe pas. Et c'est pareil. Un enfant, laisse-le rêver lui-même, il s'en apercevra qu'à un moment donné, bah, s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Mais voilà, lui, à un moment donné, il dira rien, mais il se rendra compte que voilà, il passera à autre chose. Mais tout seul, il ne sera pas blessé. ouais, après, le plus important, c'est lui donner les moyens de rêver et puis d'avoir les clés, les bonnes armes pour y arriver. C'est ça. Et puis que justement, voilà, comment dire, il peut expliquer que ce que tu veux, bah, ça nécessite de faire des efforts, ça nécessite de faire des concessions, ça nécessite beaucoup de choses pour y arriver. Si même il n'y arrive pas, mais qu'il a compris ça dans sa vie, ça risque d'être plus facile. Et ouais. Alors du coup, je sais pas si toi tu crois encore au Père Noël, mais on va parler de mental. Donc du coup, si tu devais définir ce mot, le mot mental, comment tu le définirais toi? C'est quoi ta propre définition? Le mental, c'est le moteur du reste. Parce que si on ne réfléchit pas, si on n'a pas de réflexion, si on ne se pose pas de bonnes questions, voilà, on est sur une route sans jamais se dire peut-être qu'il faut tourner à droite, on avance, mais ce qui va guider notre vie, ça ne sera pas nous, mais ça sera les autres, ouais, ou les événements. Et si tu devais décrire, parce que du coup tu as vu quand même passer pas mal d'athlètes et une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment? Pour moi, il n'y a pas vraiment une bon mental.
il y a les personnes qui sont capables de voir là où ça pêche et là où ils doivent bosser, que ce soit mentalement ou physiquement. C'est-à-dire, une qualité peut être, comment dire, un défaut, et un défaut peut devenir une qualité. Ça dépend comment on manipule les deux. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas de bon mental. Il y a juste cette capacité à manipuler qui tu es pour aller là où tu souhaites aller. Ok. J'ai pas mal de gens que j'ai interviewés et donc sur la thématique de la confiance en soi et du droit à l'erreur. Donc, comment tu te situes, toi, par rapport au droit à l'erreur? Et dans un deuxième temps, comment tu as construit ta confiance, donc la tienne? Et qu'est-ce que tu conseillerais éventuellement à des personnes qui nous écoutent pour développer leur confiance en eux? Voilà, ça c'est un. Il y a 3 questions. La première, c'était Droit à l'erreur, comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? comment je me tue. J'y pense pas vraiment au droit à l'erreur. Je sais que j'ai construit ma vie sur le droit à l'erreur, grosso modo, puisque j'ai pris beaucoup de risques. Et que pour moi, le droit à l'erreur, c'est surtout le droit à essayer de se donner. Moi, mon but ultime, c'est le bonheur. Donc, pour moi, le droit à l'erreur, c'est de se donner la chance d'aller là où on veut aller. C'est-à-dire, pour moi, le bonheur. De me sentir bien là où je suis et de ne pas être en contradiction avec moi. C'est quelque chose que je sais que ça me porte préjudice. Parce que quand on crée une société, faut avoir du chiffre d'affaires et que être honnête, c'est pas toujours très lucratif, notamment quand tu es honnête avec les gens, avec les clients. Mais je m'en fous parce que je peux me regarder en face et j'ai pas je suis qui je suis et je suis en paix avec qui je suis. Donc pour moi, le droit à l'erreur, c'est ça, c'est en paix avec qui on est. On a fait ce qu'on voulait faire, on s'est trompé, c'est pas grave, on apprend et puis on est resté droit avec qui on était. Donc ça, c'est le droit à l'erreur. Après, la confiance en soi, ça dépend ce que l'on fait. Parce que la confiance en soi, dans mon domaine, c'est savoir. Si tu n'as pas le savoir, tu peux avoir confiance en toi parce que tu crois que c'est dedans. Mais quelque part, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que ce que tu fais, ça apporte pas grand-chose. C'est obligatoire qu'à un moment donné, tu t'aperçoives ça. C'est-à-dire que tu vas pas emmener d'athlètes très haut, tu vas pas voir que ta personne, quand tu vas l'évaluer, si tu l'évalues, les gens qui travaillent sur l'évaluation, tu vas voir que l'approbation, elle n'y est pas, voire elle régresse, etc., etc. Après, la confiance en soi, ça c'est pour le savoir-faire qui est dans le monde du sport. La confiance en soi, ça se bâtit sur l'entraînement. À partir du moment où tu vois que tu as un entraînement, que tu es performant, que tu as progressé, là, tu commences à construire ta confiance. Et derrière, la compétition va te donner ce rajout ou pas. Non. de confiance. Ou pas. Pourquoi? Parce que peut-être que tu es en plateau de performance et que là, tu vas aller jouer face à des athlètes où tu vas t'apercevoir que tu es arrivé à ton max et qu'il va falloir, si tu voulais aller plus haut, te dire, non. Donc, moi, c'est un peu compliqué cette histoire de confiance en soi. Ouais, elle est très fluctuante et puis c'est très personnel. Il y a un capital qui se trouve aussi avec l'éducation parentale. Et après, ouais, c'est très fluctuant. Après, je pense que les rencontres font aussi qu'on peut prendre confiance aussi. C'est-à-dire que quand tu rencontres les bonnes personnes qui sont encourageantes, qui te donnent les bonnes clés, et Ah oui. pour le bon chemin, du coup, forcément, tu vas prendre confiance, même si à la base, on n'avait pas une grande, mais du coup, les gens positifs et l'environnement contribuent aussi à ce développement-là. Oui, mais ça, c'est parce que la confiance en soi, elle a plusieurs niveaux par rapport à ce que l'on entreprend et par rapport à ce dont on parle. Il y a la confiance en soi dans la société. C'est-à-dire, moi, je sais que quand je suis dans un environnement que je connais, dépendant de la connaissance, je vais me comporter, je vais être moi, mais je vais me comporter différemment. C'est-à-dire, si je suis avec mes amis d'enfance, je vais faire le pitch, un peu essayer, je sais que je peux dire certaines choses, que je peux être totalement moi. Je vais rentrer dans un groupe, là, comme je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs, où je vais arriver sur la pointe des pieds, et puis après, je vais sentir, en fonction du nombre de fois que je vais les voir, jusqu'à où je peux aller, parce que j'aime bien
taquiner, plaisanter, etc. Donc, tu vois, et après, si on prend le domaine de la confiance en soi en sport, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, en fin de compte, il y a plusieurs confiances en soi que l'on adapte en fonction des situations. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas une confiance en soi, il y en a plusieurs. On peut avoir confiance en soi pour un garçon des filles et pour une fille des garçons. Voilà, la confiance en soi de se dire, bah ouais, le regard qu'on pose sur moi est positif ou pas. Voilà, donc c'est assez complexe, la confiance en soi. Ok. Justement, tu parlais du regard. Moi, je parlais du regard des autres. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose, tu as dû travailler dessus ou ça t'a jamais apporté ou comment tu te situes par rapport au regard des autres? Souvent, je sais que en tout cas dans le monde du sport, très souvent, le regard, par exemple, des parents portés sur leurs enfants pendant une compète, ça peut être positif, complètement négatif. Il y a toujours eu, c'est jamais simple, en fait. Non, c'est sûr, le regard des autres, c'est jamais simple. Alors là aussi, différents niveaux en fonction dans mon métier, étant donné mon parcours et ma réussite, je ne parle pas financière, mais par rapport aux résultats que j'ai obtenus, je suis assez confiant en moi. Après, ça ne veut pas dire que je me remets en question, mais je sais voilà, que je suis capable et que je suis bon dans mon domaine. Donc, voilà. Après, on parlait de quoi? De la confiance en soi, tu vois? Non, on est sur le regard des autres. Oui, le regard des autres. Donc, je suis assez confiant en moi et le regard, les critiques des autres aiment passer à 15 000 km, surtout quand ce sont des gens qui ont des antécédents. Ou voilà, quand des gens me critiquent par rapport à ce que j'ai fait, alors que voilà, j'ai emmené des athlètes au niveau international et sur les JO, et puis que ces personnes-là, par exemple, parle là notamment du monde du tennis, ils me critiquent alors que là, le joueur qu'elles ont emmené le plus haut, c'est 5-6. Je pose aucun regard. Ouais. Si Lionel, il me dit, tiens, Jean-Luc, là, voilà. Là, je vais penser pour me dire, peut-être que, voilà, voilà. C'est évident que là, je peux me dire, peut-être que là, je peux améliorer ça, ou je vais me poser la question. Ça ne va pas vouloir dire que il a raison. Ça veut vouloir dire que peut-être, tiens, il y a une petite lumière là qui s'allume, et peut-être que là, tu as oublié quelque chose. Voilà, donc le regard des autres, là-dessus, est plus marquant en fonction du niveau de qualité de la personne que j'ai en face de moi. Oui, c'est sûr si c'est un expert ou si c'est... Bon, voilà. Après, dans notre monde, dans le monde du sport, tout le monde est préparateur physique, tout le monde est entraîneur de X sport, et tout le monde va poser, avec plus ou moins d'intelligence et avec plus ou moins de tact, va poser un regard critique sur ce que tu fais. Mais il y a aussi beaucoup de méchanceté dans notre milieu. Et de jalousie. Donc, c'est sûr que voilà, après, il faut veiller à ne retenir que ce qui peut être constructif. Ouais, non, c'est clair. Là, on va parler de motivation. C'est quoi, toi, tes astuces pour rester motivé? Parce que du coup, tu t'entraînes beaucoup de gens, mais c'est souvent... Je sais que toi, tu fais partie des gens qui font avec. Donc, du coup, quand tu entraînes quelqu'un, tu fais souvent avec. Du coup, il faut rester en forme, Comment tu fais pour rester motivé au quotidien? Pour rester motivé par rapport aux gens que j'entraîne? Ouais, par rapport à ton activité, par rapport aux gens que t'entraînes. Est-ce que t'as des trucs qui te permettent de rester toujours motivé, quoi? En fin de compte, j'aime tellement ce que je fais que j'y pense pas vraiment. Et je pense que c'est une des clés de la motivation, c'est aimer ce que l'on fait. Et à travers ça, faut aimer un petit peu les gens avec qui on travaille. Alors, il y a des fois, c'est pas facile. Parce que des fois, tu as affaire à des gens que j'avoue que tu n'aimes pas vraiment, mais en tout cas, tu n'aimes pas vraiment leur façon d'être, égoïste. Moi, je suis très humaniste, donc les gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux, j'ai du mal à faire avec. Donc, il faut que j'aille chercher des clés pour passer outre. Voilà. Mais sinon, voilà, vraiment, la motivation, elle est là, quoi. Elle est à moi demain. Alors, en ce moment, j'ai un jeune là qui est un jeune basketteur de 16 ans que j'ai entraîné, que j'ai réactivé et qui s'est reblessé de nouveau. Mais je pense que voilà, c'est parce qu'il était allé trop tôt
s'entraînait et qu'il aurait dû l'attendre un petit peu avant. Malheureusement, voilà, c'est un monde, voilà, il va revenir là et je suis super content. Je suis super content que voilà, on puisse reprendre et voilà, je me pose pas la question de la motivation. Là, moi, quand je suis dans ce que je fais, je regarde pas forcément le temps, je regarde pas forcément l'argent, je regarde surtout ce que ça va pouvoir amener à la personne. Et ceci, même quand parce que je travaille aussi avec des gens qui ont des maladies comme la sclérose en plaques, une cardiovasculaire, et c'est pareil, quoi. Je suis à fond derrière eux. Donc la motivation, j'ai pas vraiment besoin d'y réfléchir, sauf voilà quand j'ai des gens avec des qualités humaines où j'ai du mal à m'y retrouver. Ok. Ouais, c'est vrai que souvent la motivation, en tout cas dans le domaine du sport, et après moi ce que j'avais pu voir, soit par mon expérience, soit en passant aussi par des cours à l'INSEP, c'est que très souvent elle est liée à la notion de plaisir associée à la notion de progression. Donc très souvent, quand on combine les deux, c'est-à-dire qu'on prend du plaisir et qu'on a le sentiment qu'on progresse au quotidien dans ce qu'on fait, bah, très souvent ça démultiplie la motivation. Et très souvent, c'est un peu ce que j'enseignais, c'est-à-dire se détacher du résultat de la compète, mais de vraiment plutôt être plus focus sur le progrès individuel qu'on fait chaque jour, quoi, parce que la compète, ça peut être cruel, on ne sait pas sur qui on tombe. Et voilà, là, c'est pas. Après, des fois, moi, j'ai rencontré quelques entraîneurs où tu sentais que leur motivation, elle n'était pas dans l'athlète, mais dans l'image que va envoyer l'athlète à leur travail. C'est-à-dire qu'ils étaient plus sur la performance que sur la performance avec la personne. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que leur travail était plus, c'était eux. Voilà. À un moment donné, ils sont arrivés à un stade où il y a l'abnégation de l'athlète dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est qu'ils soient performants, ils mettent de côté totalement qui est la personne, et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient performants. Point barre. Et là, on arrive souvent à des résultats inverses. C'est-à-dire qu'il y a tellement de critiques et de négatifs parce que la personne, elle va pas forcément arriver au niveau de résultat qu'il souhaiterait ou qu'elle souhaiterait, et ça devient négatif. Même si la personne est bonne à l'origine, ça devient négatif et ça vient. Je l'ai vécu encore il y a pas longtemps avec une équipe où le gars il est passionné, il aime ça, mais il veut tellement briller par leurs résultats qu'il dit que c'est elles qui doivent briller par leurs résultats et pas lui. Ouais, c'est ça. Pas l'entraîneur. Ouais, mais bon. Oui, c'est clair. Ben, en gros, l'entraîneur, il est au service d'une équipe ou d'un athlète. Après, il est. Voilà, pour un groupe qui brillera, mais n'empêche que c'est l'athlète qui brillera le plus. Ok, on va parler de la gestion des émotions. Est-ce que ça t'arrive d'avoir du stress, de la pression, différents, comment dire, événements, compètes, athlètes ou équipes que tu accompagnes, et comment tu fais pour la gérer au mieux? Pour la gérer au mieux, comme l'idée c'est de ne pas transmettre tes émotions, c'est de ne pas laisser paraître tes émotions. C'est ma méthode. J'essaye de rester tel que je suis habituellement, avec mes sourires, avec mes plaisanteries, et voilà. Et surtout j'en en parle pas. Même si je vais voir quelque chose qui ne me convient pas à l'échauffement, etc., je vais même pas en parler. J'en parlerai après, parce que c'est pas le moment. Le moment, on est en compétition, il y a un match à faire, ou des matchs à faire, peu importe, voilà. Et le moment présent est le moment de la compétition, donc il ne faut pas venir nuire à cela. Et donc, voilà, je reste pas de marbre. Voilà, j'essaie de rester le plus proche possible de qui je suis habituellement. Ok. Est-ce que tu conseillerais les gens pour rester focus, concentrés dans leurs activités? C'est intéressant parce que justement, mon fils Jesse, que tu connais pour t'en être occupé, je lui disais encore hier que pour moi, l'entraînement d'un athlète, c'est chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il n'y a pas un moment où tu ne t'entraînes pas, et notamment en mental. Pour moi, quelqu'un qui s'habitue à être très organisé, quand il fait une tâche, à être attentif et concentré, à ne pas faire autre chose. Exemple.
je suis en train de m'étirer et en même temps, je regarde la télé. Je ne suis pas sur mes étirements. Je suis sur mes étirements, je suis pour la télé, voire je suis aussi sur mon téléphone. Donc là, on habitue son cerveau, à mon sens, parce que c'est pas ma spécialité, à avoir multitâches à faire, alors qu'il devrait être très attentif à ses étirements, à ses sensations d'étirement, à son souffle, à sa respiration, à sa récupération. Et pour moi, voilà, pour pouvoir améliorer sa capacité de concentration, il faut tous les jours veiller attentif à la tâche que l'on est en train d'accomplir et non à être sur diverses tâches à la fois. Ouais, je suis entièrement d'accord sur ça. En fait, la concentration, ouais, c'est quelque chose qui se travaille, quoi. Qui se travaille et qui s'optimise. Bah, plus tu arrives à être focus sur une tâche et à pas être distrait par autre chose. Donc, il y a cette capacité de pas être distrait par autre chose, sur laquelle c'est pas si simple de travailler, parce que du coup, on est quand même happé par plein de choses, comme tu disais, le téléphone, éventuellement la télé, tout ça. Mais c'est une hygiène de vie presque. C'est comme C'est bon. bien boire, c'est une hygiène en fait. Ok. Petite dernière question pour clôturer cette interview. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Comment tu te situes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, c'est lié à avoir une force mentale, il faut ne rien lâcher et il faut avoir cette petite flamme au fond de soi qui dit je suis capable de. Voilà, si soit c'était lié entre justement ce qu'on disait, la confiance en soi, la force mentale, c'est divers critères, mais c'est pas un critère. Et il faut que rien ne vienne perturber cela. Mais si voilà, on n'a pas cette petite flamme qui se dit le bout du tunnel est là et je sais que je suis capable d'y arriver, c'est compliqué d'avoir une force mentale. Ah ben, Jean-Luc, merci beaucoup en tout cas pour cette interview, pour tes réponses. Et comme le veut du coup, le podcast, traditionnellement, j'aime bien que mon invité, en fait, il grave un petit peu cet épisode par quelque chose qui lui tient à cœur et de faire passer aux auditeurs. Ça serait quoi, toi? Est-ce que tu aimerais faire passer aux auditeurs quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de transmettre? C'est pas forcément relié au mental. Ah ben, c'est pas forcément relié au mental, il n'y a pas de souci, ça peut être autre chose. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que c'est à voir avec la société quelque chose qui m'ennuie souvent régulièrement, c'est que elle nous vend tout et n'importe quoi, notamment ce dont on n'a pas besoin. On veut nous faire croire bien souvent que les choses sont faciles et qu'il suffit justement d'acquérir ceci ou cela pour que ça soit encore plus facile, notamment dans mon domaine. Et voilà, comme je vois, faites 20 minutes d'électrostimulation, vous aurez 4 heures de sport. Quelqu'un qui a déjà fait 4 heures de sport sait que 20 minutes d'électrostimulation, 4 heures de sport, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. J'aimerais bien des fois que les gens se réveillent un peu et se disent, non, quand je veux quelque chose, ça nécessite des efforts. Que les gens réapprennent un peu à prendre du temps pour cuisiner, pour écouter leurs enfants, pour écouter leurs amis, pour passer du temps ensemble sans être toujours rattaché à d'autres choses, comme vous disiez tout à l'heure, à la télé ou au téléphone. Et je me suis un peu perdu dans tout ça, mais grosso modo, c'est ça mon truc. C'est que oui, ça bon. Des choses simples. Dire sur des choses très simples. Hein. Après, c'est vrai que, en fait, comment dire, la modernité fait que très souvent, on est happé par plein de nouvelles choses. On en oublie que, avant ça, on n'en avait pas besoin, on arrivait à faire ça, quoi. Donc, après, moi, il y a des trucs. Je veux dire, ça peut peut-être faire sourire les gens, mais voilà, quand je vois des gens qui achètent des croque-monsieur tout fait, je comprends pas. Ça prend 5 minutes à faire. Et c'est tellement meilleur qu'on les soit. C'est des choses bénignes, mais je trouve que ça, c'est un curseur de notre société, notre manière de fonctionner. Ouais, c'est bon qu'on est arrivé à un stade où, on consomme des choses dont on n'a pas forcément besoin. Merci Jean-Luc, en tout cas, pour cette belle interview. Et puis, merci à toi. À bientôt, certainement près de chez toi, dans la région de Marseille. Et si on peut faire appel à tes services ou
avoir des conseils sur la préparation physique, comment on fait pour te contacter? Il y a mon site attitudesport.club. Mon téléphone, je ne sais pas si je peux le donner, 06 22 37 25 36. En sachant que la société Sport Attitude, elle travaille aussi bien avec des entreprises pour, on a parlé du système de bienveillance qui vise en fin de compte aux entreprises à sensibiliser leurs salariés sur l'avantage d'être en forme via un bilan physique. On explique qu'est-ce qui va arriver s'il ne se passe rien ou qu'est-ce qui va arriver dans leur qualité de vie s'ils deviennent un peu plus actifs. Voilà, et donc la préparation physique, il y a le coaching sportif et évidemment le service de coaching sportif dans ma salle Sport Attitude. Et du coup, tu te déplaces ou tu... On déplace partout. Même si j'ai un contrat là, peut-être que je vais repartir un petit peu au Canada quelque temps. Là, dans le monde entier, moi, je peux intervenir partout, pas de souci. Ça dépend après du projet qui m'est proposé. Ok, écoute, super. En tout cas, je mettrai tout ça dans le lien et dans le descriptif de l'épisode. Et puis, écoute, encore un grand merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Ok, bisous, Seb, à bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.